Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez tous nous confirmer que vous nous entendez bien? A priori, c'est bon. Donc, bonjour et bienvenue au webinaire Les Midis de la Qualité, organisé avec le concours du CREAI Bretagne et du CAPS Bretagne. Vous avez été nombreux à vous inscrire. On compte plus de 270 inscriptions, ce qui témoigne de l'importance accordée à ce sujet dont on sait qu'il vous mobilise beaucoup. Je suis Samantha Dodard, je suis responsable du département qualité et droit des usagers à l'ARS Bretagne. J'excuse l'absence de ma collaboratrice Pauline Pichereau, qui est chargée de mission qualité médico-sociale, qui devait faire la présentation avec moi. Pendant ce webinaire, je vous présenterai les premiers résultats issus de l'analyse des évaluations reçues par l'ARS Bretagne entre 2023 et 2024. Puis, je présenterai les actualités relatives aux évaluations, avec un focus sur quelques points dont nous souhaitons attirer votre attention. Enfin, temps sera consacré pour répondre à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via le bouton questions et réponses et j'apporterai des réponses en fin de webinaire. Je laisse la parole à Monsieur Ludovic Allo, directeur adjoint qualité et pilotage à l'ARS Bretagne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse à ce nouveau webinaire que nous organisons sur les questions et les enjeux de la qualité des accompagnements et des prises en charge dans vos établissements. Comme le disait Samantha, ça témoigne assurément de votre intérêt, de votre préoccupation vis-à-vis de ces questions naturelles, évidemment. De votre intérêt aussi tout particulier pour le dispositif d'évaluation, ces échéances qui approchent, la méthodologie, une méthodologie qui, si elle est bien définie, fait l'objet quand même d'évolutions régulières au gré des positions et des enseignements nouveaux que l'HAS et nous-mêmes retirons de la mise en œuvre de ce dispositif. Je crois que c'est aussi l'avantage qu'on commence à avoir, d'avoir un petit peu de recul maintenant depuis la diffusion de ce cahier des charges et de la pratique que vous avez dont vous avez pu bénéficier. On a, vous le verrez tout à l'heure, environ 20% des établissements qui ont fait l'objet d'une évaluation et d'une analyse de ce rapport d'évaluation par nos soins. Donc, on est déjà en capacité d'en tirer quelques premiers enseignements. Donc, c'est assez naturellement, si vous voulez, que l'agence se saisit de ces premiers enseignements pour vous proposer de façon régulière ces temps de rencontres, d'échanges. On est dans le prolongement de nos missions, hein, comme vous pouvez le voir, ils sont rappelés sur cette diapositive, qui passe de la programmation, hein, tous les ans avec la prise des arrêtés conjointement avec les conseils départementaux, l'analyse des rapports, ce qui est un travail assez important, vous vous en doutez, d'analyse, d'appropriation des enseignements, de croisement, le cas échéant, avec parfois d'autres sources d'informations dont on dispose et sur lesquelles on échange avec vous, de suivi des plans d'action, parce que certaines situations nécessitent la mise en œuvre d'accompagnement, et nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter des modalités pardon, d'accompagnement thématique. Ça avait fait l'objet d'un webinaire il y a déjà de cela un peu plus d'un an, et d'interventions d'accompagnement qui peuvent être réalisées. Leurs noms sont rappelés en bas de cette diapo, mais pas que, par le CREAI, par le CAPS et par d'autres partenaires, l'Omédit, ou par le truchement des différentes fédérations qui elles-mêmes offrent des ressources d'accompagnement thématique adaptées aux thématiques et aux enjeux du cahier des charges. Il y a évidemment notre compétence en matière de renouvellement des autorisations, mais je crois que ce qui nous anime ici, vous le savez, et l'enjeu principal de ces présentations et de ce dispositif, c'est rappeler, je pense que c'est une évidence sans doute pour toutes et tous qui participez, mais c'est notre volonté de favoriser une démarche d'amélioration continue de la qualité des prises en charge et de faire en sorte que l'ensemble de ces outils, de ces ressources et de ces travaux sur lesquels nous partageons ne constitue pas qu'une échéance importante, bien entendu, dans la vie de vos établissements et pour vos collègues, pour les personnes prises en charge, mais constitue une véritable opportunité de façon à apporter du sens dans le travail, à apporter du sens dans les accompagnements et dans les prises en charge qui sont proposées au sein de vos établissements. Comme le disait Samantha Dodard, donc, les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, c'est de partager sur les premiers éléments d'analyse que nous avons pu mettre en œuvre, de comparer des résultats à l'échelle de ces 20% d'établissements pour lesquels on a pu mener une analyse,
de partager ces éléments-là avec vous, de vous faire réagir dessus. Évidemment, 20%, c'est signifiant et en même temps, c'est à prendre avec beaucoup de prudence, vous le verrez. Il y a sans doute des choses qui seront à parfaire. C'est l'occasion aussi de vous donner quelques éléments de compréhension sur la méthode d'analyse qu'on met en œuvre. On a beaucoup de latitude qui nous est laissée de la part de l'HAS sur la façon de tirer des enseignements en fonction du contenu des rapports, que ce soit sur la dimension quantitative ou sur les éléments plus qualitatifs, notamment sur la partie des verbatims qui sont recueillis par vos évaluateurs. Il y a des choses qui sont parfois assez intéressantes à aller regarder. Et puis, il y a les éléments d'actualité aussi sur lesquels nous viendrons, puisque, comme vous l'avez compris, on est sur un dispositif vivant. L'HAS le fait évoluer sans cesse, et c'est plutôt heureux, parce que je pense qu'il se donne les moyens d'être à l'écoute de ce que nous faisons remonter les uns les autres, les établissements, les fédérations représentatives, les gros organismes gestionnaires, et les agences, parce que nous aussi, on est parfois désireux de voir ce dispositif évoluer. Donc, voilà, c'est un rendez-vous important, un rendez-vous sans doute riche en contenu et en échange, et un rendez-vous qui, vous l'avez compris, s'installe dans la continuité de ce qu'on vous a déjà proposé et qui préfigure et qui en appelle sans doute d'autres à venir autour de ces questions, de ces enjeux et en lien avec les principales évolutions qui sont attendues et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, avant de conclure, je remercie vivement, naturellement, les équipes de l'agence, Samantha, Pauline, qui se sont évidemment mobilisés pour vous préparer tout ce contenu, pour répondre à vos attentes. Et évidemment, je souligne la qualité du travail qui a été réalisé aussi sur la question de la mutualisation des évaluations, hein, avec toute la doctrine régionale qu'on a été amené à mettre en place et qui vous a été présentée un peu avant l'été. Et puis, je salue aussi les collègues du CAPS et du CREAI qui sont comme à l'accoutumée présents et qui, vous le savez, jouent un rôle très important d'un point de vue méthodologique notamment pour nous accompagner tous dans la mise en œuvre de ces positifs. Voilà, merci et très bon webinaire. Merci, Monsieur Allo, pour cette introduction. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, quelques éléments de contexte avant de commencer à vous présenter les premiers résultats. Pour rappel, les évaluations nous sont transmises, sont transmises à l'ARS Bretagne, conformément à l'article D312-200 du Code de l'action sociale et des familles, hein, et aussi de la foire aux questions de la HAS. Donc, effectivement, conformément à la programmation, chacune des structures transmet le rapport d'évaluation à son autorité de tarification et de contrôle selon les modalités qui sont convenues avec chacune d'entre elles. Donc, l'ARS, le conseil départemental notamment, voire et la DRETS pour les établissements sociaux. Donc, les établissements et services médico-sociaux transmettent à leur autorité de contrôle de tarification le rapport qu'il a réceptionné via SINAE. Aucune autre forme de transmission et ou modification ne peut être réalisée. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important, puisqu'on a eu quelques questions sur ce rapport et comment il devait être transmis. Puis il y a un petit élément dans la foire aux questions qui a mis le doute. Donc effectivement, nous, c'est vraiment le rapport que vous avez via SINAE qui doit nous être communiqué. Il faut savoir que l'ARS, comme les conseils départementaux ou la DRETS, ne dispose pas d'accès à SINAE, ce qui fait qu'on ne peut pas accéder à votre rapport via cet outil dont nous n'avons pas accès. S'agissant des dispositions que nous avons prises en Bretagne, donc pour les établissements et services médico-sociaux, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, les rapports d'évaluation doivent être déposés dans ICARS et une information doit être communiquée aux référents de la délégation départementale de l'ARS ou aux conseils départementaux pour les établissements à compétences partagées. Une notice vous avait été communiquée à l'ensemble des établissements pour vous expliquer comment faire. Pour les établissements et services publics spécifiques, donc là, c'est un envoi mail qui est fait à l'adresse qui est indiquée et avec copie au référent de la délégation départementale. Il est important que vous ne communiquiez pas, parce que j'en ai reçu encore un ce matin, via les adresses mail de la direction générale de l'ARS Bretagne, puisque le risque, c'est qu'ils ne nous parviennent pas directement et qu'on accuse réception tardivement de votre rapport. Donc, il faut vraiment respecter cette mode de transmission.
S'agissant des premiers éléments d'analyse que nous allons vous présenter, il convient de préciser qu'ils ne sont pas exhaustifs, hein. On est à une première étape de cette analyse. L'idée aujourd'hui était vraiment de vous montrer ce que ressortent les premiers résultats d'analyse, mais ils ne sont pas exhaustifs. Il faut aussi prendre en compte la montée en charge progressive, hein, du dispositif, tant pour les établissements que pour les organismes évaluateurs. On voit quelques évolutions dans la notation et la cotation notamment. Donc, il y a aussi des précisions qui ont été apportées au fil de l'eau par l'HAS que les organismes évaluateurs prennent en compte. Et puis, il y a les évaluations sont présentées ici, uniquement l'échantillon d'évaluation sous compétences exclusives ou partagées par l'ARS Bretagne. Par ailleurs, comme le disait Monsieur Allot tout à l'heure, hein, donc la comparaison qu'on a faite par rapport au résultat national sont issus de la publication qui a été faite le 26 mars dernier, donc 2024, et qui portait sur un échantillon de l'année 2023. Et donc, ce premier état des lieux a vocation à être approfondi, étayé, explicité avec l'augmentation de l'échantillon et l'évolution du dispositif. Donc, c'est important de prendre en compte les données, évidemment, mais aussi de se dire que plus l'échantillon sera élevé, plus les résultats seront confortés. Pour rappel aussi, donc, les règles de cotation. Donc, les règles de cotation vont de 1 à étoile, 1 étant le niveau attendu n'est pas du tout satisfaisant et étoile étant le niveau atteint est optimisé. NC dans vos rapports d'évaluation, c'est que l'établissement ou le service n'est pas concerné par les éléments d'évaluation du critère. Et quand il est indiqué RI, la personne accompagnée donne une réponse inadaptée à l'intervenant sur le chapitre 1. Il faut savoir que le système de cotation du dispositif d'évaluation est amené à évoluer. En effet, la HAS a constaté, et c'est ce qui est indiqué dans leur bilan de mars 2024, a constaté des disparités importantes entre évaluateurs sur les modalités de cotation, l'usage des cotations, donc réponse inadaptée, le fameux RI, et non concerné NC, qui étaient parfois inappropriés. Par exemple, on a pu voir que des EHPAD doivent avoir un conseil de vie sociale étaient indiqués en non concerné, donc ce qui n'est pas du tout correct, et par conséquent, une note n'était pas attribuée. Donc là, ils ont revu vraiment les éléments pour que ça soit clair pour tous les instructeurs. Et puis, ils ont pu constater sur les premières évaluations qu'il y avait un nombre parfois important de cotation étoile. Cotation étoile est un niveau extrêmement élevé, hein, et au regard donc de ces éléments, la HAS a élaboré une fiche précisant les éléments de preuve attendus par cotation et par chapitre. La cotation étoile correspondant à des actions innovantes et ou remarquables. Donc, ne soyez pas étonnés pour ceux qui viennent d'avoir leur évaluation ou les futurs. Le niveau étoile doit être très limité, puisqu'ils considèrent que ça doit être exceptionnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de ne pas forcément comparer un établissement qui passe aujourd'hui leur évaluation à ceux de des premiers, puisque les choses se précisent, se renforcent, et donc c'est important. Donc la fiche pratique, donc, elle va détailler les attendus et le niveau d'éléments de preuve attendus par cotation 1 à étoile et par chapitre. Il y a des instructions très précises concernant les cotations, réponses inadaptées et non concernées. Il y a aussi des consignes en termes de commentaires, hein, afin de rendre le rapport utile pour les établissements et les services et leur permettre de nourrir leur plan d'action qualité. Il y a les exigences concernant les formulaires des critères impératifs et la rédaction de l'appréciation générale. Et puis, il y a des précisions sur la phase contradictoire dans le mois qui suit l'évaluation. Je vous invite donc à télécharger, si ce n'est fait, d'ores et déjà cette fiche qui est accessible sur le site de la HAS, d'en prendre connaissance. Et concernant la phase contradictoire, on va y revenir à la fin de ce webinaire, mais elle est extrêmement importante pour vous comme pour nous dans votre échange avec l'organisme évaluateur. Peut-être juste des petites précisions concernant cette fiche. Je pense qu'on la mettra en ligne dans les ressources du webinaire. Je vous rappelle juste que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit questions et réponses dans votre menu pour la formuler. Et nous, on la prendra en compte.
Et puis peut-être indiquer à Marina Bouget qui avait levé la main que nous sommes en format webinaire et par réunion. Donc si elle a une question, je l'invite à poser sa question via le petit bouton questions et réponses. Merci. Merci Gaëlle. Autre petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, donc bien rappeler hein, que les résultats sont présentés par chapitre avec 3 chapitres différents. Le chapitre 1 qui est évalué selon la méthode de l'accompagné traceur, le chapitre 2 qui est évalué selon la méthode du traceur ciblé et le chapitre 3 qui est évalué selon la méthode de l'audit système. Pour rappel, que ce soit le CAPS Bretagne ou le CREA, ils sont en mesure de vous accompagner par des formations sur ces 3 méthodes afin de vous préparer au mieux aux évaluations et en comprendre les enjeux. Concernant les résultats que nous allons vous présenter, donc ce sont des données régionales globalisées. Elles ne portent pas sur des établissements à titre individuel. La présentation se fera par des moyennes ou des pourcentages de SMS ayant satisfait aux critères donnés. Donc on retiendra la cotation 4 ou étoiles pour les critères impératifs et la cotation 3, 4 ou étoiles pour les critères standards. La note étoile correspond à une note de 4 dans le calcul des moyennes en cohérence avec le bilan national. Donc l'idée étant toujours de pouvoir comparer au mieux nos résultats au bilan national, l'idée était de pouvoir avoir la même méthodologie. Donc rentrons dans le vif du sujet donc avec les premiers résultats. Donc, tout d'abord, il convient de préciser que concernant les chiffres clés, donc cette analyse s'appuie sur les 220 évaluations reçues qui ont fait l'objet d'une analyse. Ça représente 19% des ESMS relevant de la compétence de l'ARS. A contrario, lors du bilan national de la HAS, c'était 3000 évaluations et ça représentait 7,4% des ESMS. 70% des évaluations reçues concernent des ESMS accueillant des personnes âgées. Donc cette part est beaucoup plus importante que dans le bilan national qui compte davantage de catégories de structures hors compétences ARS. Ces points d'éléments sont extrêmement importants puisque en fonction des résultats qu'on va voir ultérieurement, il est possible que cette part importante dans d'EHPAD ait une influence sur les résultats, mais au fur et à mesure que nous aurons des évaluations et que nous pourrons les intégrer dans cette base d'analyse, évidemment, on pourra être au plus près de la réalité de votre situation. S'agissant de la méthode de l'accompagné traceur, ce qu'il apparaît, c'est qu'une grande majorité d'évaluations ont un minimum de 3 accompagnés traceurs. Donc ça représente 74% des évaluations versus 85% au national. Sur les ESMS de moins de 100 places, la part d'évaluation avec seulement 3 accompagnés traceurs est très importante, plus de 80. Nous attirons votre vigilance sur le fait que parmi les ESMS qui ont fait l'objet de cette analyse de plus de 100 places, on a 23% d'entre eux qui ont seulement 3 accompagnés de traceurs. Pourquoi j'attire votre attention? Parce qu'effectivement, la HAS a alerté dans son bilan sur le fait que la majeure partie des évaluations reposaient sur le seuil minimum de 3 accompagnés traceurs. Ils précisent dans leur bilan que le seuil minimum de 3 accompagnés traceurs qu'avait mentionné donc, la HAS était à titre indicatif et ne devait pas et ne doit pas constituer une norme. Donc, un groupe de travail et une fiche pratique sont à venir, donc très prochainement, sur la méthode de l'accompagné traceur dans l'évaluation de la qualité des ESMS, où il sera très vraisemblablement donné des ratios en fonction du nombre de places, en fonction du nombre de sites, en fonction aussi du public accueilli, le nombre d'accompagnés traceurs qui est nécessaire. Effectivement, l'objectif de l'accompagné traceur, c'est que ça soit représentatif du public accueilli. Sauf que quand on a 3 accompagnés traceurs pour des structures de plus de 100 places, c'est pas forcément représentatif du point de vue effectivement de l'HAS. Et donc ce point devra évoluer dans les prochaines évaluations.
Donc l'idée, c'est bien de favoriser donc, la qualité du recueil des personnes accompagnées et d'obtenir donc un nombre suffisant d'accompagnés traceurs permettant de refléter la diversité des accompagnements et de tenir compte du nombre de places de SMS. Donc je vous invite à veiller du coup le site de la HAS pour que dès que ces fiches seront publiées, vous puissiez vous appuyer dessus, notamment dans le cadre de votre cahier des charges avec l'organisme évaluateur. Donc c'est un élément qui va évoluer, qui risque forcément de faire bouger les lignes concernant les résultats, puisque plus il y aura d'accompagnés traceurs, plus on aura une visibilité sur la prise en charge. Concernant les cotations moyennes générales, donc comme indiqué précédemment, donc le référentiel est composé de 3 chapitres, la personne, les professionnels et les ESMS. Des cotations moyennes par chapitre sont légèrement plus basses en Bretagne qu'au niveau national. Donc, vous voyez dans le chapitre ci-contre, donc nous avons en rouge les moyennes de notes en Bretagne et en bleu les moyennes de notes France entière et chapitre par chapitre. Le chapitre 2, donc les professionnels, obtient la meilleure moyenne en Bretagne avec 3,56, quand pour le niveau national, c'est la personne qui obtient la meilleure moyenne avec une note à 3,75. Donc c'est important de voir qu'il peut y avoir des disparités, alors qui peuvent s'expliquer, comme on le disait précédemment, sur le fait que la représentativité des établissements n'est pas la même, mais pour autant, ça reste des graphiques qu'on va regarder dans le temps, puisque on aura une représentativité identique au terme du dispositif des évaluations sur 5 ans. Un petit zoom sur le chapitre 1, donc la personne, qui, pour rappel, est composé de 9 thématiques. Donc, une cotation moyenne très forte sur la thématique de la bientraitance et de l'éthique pour les personnes accompagnées en Bretagne, puisqu'on est à 3,98. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important et qui est supérieur au national, puisque le national est à 3,93. Et s'agissant des axes de progrès qui sont attendus pour les établissements bretons, ça concerne la thématique de la co-construction et de la personnalisation du projet d'accompagnement, où on est à 3,43 contre 3,67 pour le national. S'agissant du chapitre 2, donc les professionnels, qui là aussi est composé de 9 thématiques, le point fort des ESMS bretons sur ce chapitre concerne l'expression et la participation de la personne accompagnée. Et c'est le même résultat qu'au niveau national, puisqu'on est à 3,84 de moyenne pour la Bretagne contre 3,87 pour le national. Par contre, effectivement, là aussi, nous avons un axe de progrès qui concerne donc à nouveau la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement. S'agissant du chapitre 3, le référentiel est là aussi composé donc de 9 thématiques. L'expression et la participation de la personne accompagnée ainsi que le droit de la personne accompagnée apparaissent comme des axes forts du chapitre 3 en Bretagne. Les cotations sur le chapitre 3 sont globalement meilleures en Bretagne qu'au niveau national, excepté sur un champ, qui est une thématique qui est celle de la démarche qualité et la gestion des risques et l'accompagnement à la santé. Donc, c'est des choses, c'est des éléments qui sont d'autant plus importants pour nous, puisque on vous a pu vous le dire à plusieurs reprises, on travaille en étroite collaboration avec le CREAI, le CAPS Bretagne, l'OMEDIT, mais aussi l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Et selon effectivement les points d'amélioration qu'il convient d'avoir sur certaines thématiques, eh ben, ce type de partenaires peuvent vous accompagner sur ces thématiques qui sont identifiées comme devant être améliorées. Un petit zoom sur les critères impératifs. Donc, les critères, pour rappel, les critères impératifs sont en nombre de 18 et ça correspond à des exigences impliquant la mise en place d'actions spécifiques et priorisées dans la continuité immédiate de la visite d'évaluation si elles ne sont pas satisfaites. La HAS a coutume de dire que les critères impératifs, c'est ce que l'on ne veut plus voir. Donc, c'est vraiment une exigence ultime pour que ça puisse
pour qu'un critère impératif puisse être atteint, il doit avoir 4 ou étoiles. Tout ce qui est inférieur est considéré comme non satisfait. Donc, les critères impératifs les moins satisfaits en Bretagne sont la co-construction et la communication d'un plan de gestion de crise et de continuité d'activité. Donc, c'est le critère 3.14.1, avec 48% des ESMS qui ont 4 ou étoiles. Donc, par, euh, par soustraction, ça fait 52% des établissements qui ont fait l'objet de l'analyse qui n'ont pas satisfait ce critère. La communication sur les plaintes et les réclamations, donc c'est le critère 3.12.2 qui est satisfait à 53%, et la communication sur le traitement des événements indésirables, donc le critère 3.13.2, soit 60%. Sur les événements indésirables, hein, un webinaire a été organisé par le CAPS Bretagne dernièrement, pour lequel il existe un replay, me semble-t-il, et qui peut être consulté donc sur le site du CAPS Bretagne. S'agissant du critère 2.2.1 sur la liberté d'aller et venir, ce critère est inférieur de 13 points en Bretagne par rapport au national, avec 76% des ESMS qui ont 4 ou étoiles. Et enfin, il faut souligner que les critères 2.2.4 sur le respect des croyances et de la vie spirituelle par les professionnels et le 2.2.2 sur le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne accompagnée, ce sont les points forts des ESMS bretons, avec respectivement 90 et 88% de ESMS qui ont une cotation égale à 4 ou étoiles. Il est important pour nous, au travers ce webinaire, de non seulement évidemment identifier hein, les points d'amélioration, mais aussi de bien mettre en évidence tous les points forts que vous avez pu valoriser dans le cadre des évaluations et qui ont été identifiés par les évaluateurs. Donc, s'agissant de la première partie relative aux résultats, donc nous en avons terminé. Est-ce que nous avons des questions Pas de spécifiques questions sur pour le ces... moment. Pas de questions pour le moment. Très bien. Eh ben, je propose de continuer avec donc, les actualités relatives aux évaluations. Donc, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&R pour poser des questions. Et ainsi, on y apportera des réponses. Donc, une évolution à venir qui n'est évidemment pas sans conséquence pour les établissements, mais aussi pour toute personne désireuse que leur enfant, leur personne âgée puisse aller dans vos structures. C'est le décret du 4 décembre 2024 qui fixe les modalités de publication des résultats des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les ESMS. Que dit ce décret? Ce décret, déjà, est applicable à partir du 1er avril 2025, donc c'est demain. Cette publication, prévue sur le site de l'HAS, se fera 90 jours après la transmission du rapport via SINAE. Ce qui est important de savoir, c'est que ça soit les agences régionales de santé ou que ça soit les conseils départementaux ou la DRETS, nous n'avons pas du tout la main sur ces fiches. C'est vraiment généré directement par la HAS à partir des rapports qui sont dans SINAE. Donc nous, on en sera destinataire évidemment, mais au même titre que vous. Donc que contiendra ces fiches? Donc il y aura une échelle de la qualité qui indique le niveau atteint par la structure. Il y aura une extraction donc, du rapport d'évaluation réalisé par la haute autorité et il y aura une fiche d'identité de l'établissement ou du service. Cette fiche synthétique sera obligatoirement affichée dans vos structures et sera transmise 4 mois après la transmission du rapport et elle devra être affichée au sein de vos établissements. Donc ça, c'est un élément qui est nouveau, qui est essentiel, qui vaut tant pour les établissements qui vont faire l'objet d'une évaluation demain ou après-demain, mais aussi pour les établissements qui ont d'ores et déjà eu leur évaluation,
puisque ce que dit le décret, c'est qu'il y a une rétroactivité. Donc pour les ESMS qui ont effectué et transmis donc, leur rapport avant le 1er avril 2025, une publication sur le site de la HAS se fera entre le 1er juillet et le 30 novembre 2025 et un affichage obligatoire devra être fait au sein de vos structures d'ici le 31 décembre 2025. Donc ça, que l'établissement ait fait son évaluation en 2023 ou qu'il l'ait fait en 2024 ou en 2025. Il faut aussi savoir, ce que précise ce décret, c'est que sur demande auprès du directeur de l'établissement et selon les modalités prévues au règlement de fonctionnement de l'établissement, l'usager et son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, qui va forcément nécessiter des ajustements dans vos règlements. Pour les directions d'établissement, hein, je précise, dans les règlements de fonctionnement de vos structures, il sera extrêmement important d'ajouter cette partie sur comment on vous sollicite pour disposer du rapport d'évaluation, quelles sont les modalités, etc. Ça sera très important que ça y figure pour que ça soit transparent vis-à-vis des personnes intéressées. Donc, je ne sais pas si sur cette partie, des questions sont posées. Pas forcément sur cette partie, D'accord. non. OK. Donc, en tout cas, grosse évolution, gros changement apporté. À ce jour, que ça soit l'ARS ou que ça soit les conseils départementaux, l'adresse, nous n'avons pas connaissance de comment sera cette fiche. Donc, il est difficile pour nous de vous en dire davantage. Mais en tout cas, la chose à retenir, c'est que tout établissement ayant fait l'objet d'une évaluation ou qui va faire l'objet d'une évaluation devra afficher ses résultats. Ces résultats seront affichés pour les 5 ans à venir. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toutes personnes qui en font la demande devront pouvoir disposer du rapport d'évaluation dans les conditions définies dans votre règlement de fonctionnement. Ce qui convient aussi de vous préciser, c'est qu'un certain nombre d'outils, de guides, de fiches pratiques sont mis à disposition par la HAS sur leur site internet. Donc, tous ces documents, on les mettra évidemment, nous aussi, sur le site internet de l'ARS Bretagne, comme du CAPS et du CREI, pour que vous puissiez y accéder facilement. Mais je vous invite néanmoins à aller très régulièrement sur le site de la HAS pour avoir toujours les dernières actualités. Donc, il y a un guide autour de la bientraitance et de la gestion des signaux de maltraitance en établissement qui a été publié. Donc, il vise à prévenir les situations de maltraitance dans les établissements accueillant des personnes adultes en situation de vulnérabilité. Il est accompagné de plusieurs outils et notamment d'une fiche Comprendre et agir à destination des usagers. Donc, ce guide a été publié en octobre dernier. Et donc, je vous invite donc à en prendre connaissance. Par ailleurs, il y a une fiche pratique sur l'obligation de mise en place d'un CVS qui est là aussi mise à disposition. Cette fiche détaille donc les ESMS concernés par l'obligation de mettre en place un CVS et les modalités d'évaluation d'un ESMS en l'absence de mise en place d'un CVS. Donc CVS, c'est Conseil de la vie sociale. Ce qui est important, donc cette fiche a été faite puisque la HAS s'est aperçue, et à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure, que certains organismes évaluateurs, lors des premières évaluations, pouvaient mettre en non concerné des structures qui ont l'obligation de mettre un CVS. Donc ces fiches ont vocation à rappeler l'attendu, les exigences, de façon à ce que là aussi, tous les établissements qui feront l'objet d'une évaluation aient la même exigence sur le respect réglementaire, puisque ça fait partie des outils de la loi 2002. Donc là aussi, je vous invite à en prendre connaissance. Donc cette fiche a été publiée en juin 2024.
Ensuite, des fiches techniques sont à venir qui sont aujourd'hui discutées par des groupes de travail pluridisciplinaires et avec des représentants des fédérations, des établissements et puis des autorités de tarification et de contrôle. Donc celle dont je vous parlais tout à l'heure sur le nombre, le choix et des accompagnés traceurs. Une autre fiche va aussi être publiée prochainement sur la conduite de l'évaluation dans les centres de ressources, puisqu'effectivement la HAS s'est aperçue des particularités de ces centres de ressources et donc de la nécessité d'adapter les évaluations pour les organismes évaluateurs. Il va y avoir une clarification des modalités de réalisation des évaluations multi-établissements. Donc, comme en référait tout à l'heure Monsieur Allot, donc en Bretagne, nous avons pris effectivement l'initiative suite à très nombreuses sollicitations de la part des établissements, de la part des fédérations de définir un peu une doctrine concernant le regroupement des évaluations multi-établissements. Donc, nous avons eu l'occasion de vous le présenter lors d'un webinaire, hein, cette doctrine. Bon, il s'avère que effectivement la HAS, hein, que nous avions déjà saisie hein, sur cette thématique, va clarifier ses modalités de réalisation. Donc, on verra dans quelle mesure elle s'adapte à notre propre doctrine pour qu'on puisse éventuellement l'ajuster. Ce qui est important et ce que rappelle la HAS et ce qui nous a bien été dit, c'est que l'importance des évaluations, c'est que ça représente l'activité et la réalité de la situation des structures et donc de la prise en charge des résidents, des usagers. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'effectivement, la mutualisation des établissements peut être perçu comme un moyen d'optimiser les coûts, de gagner aussi du temps, puisqu'on peut globaliser un certain nombre d'entretiens. Pour autant, ce qui anime la HAS, comme ce qui nous anime nous, les conseils départementaux ou la DRETS, c'est la nécessité que les évaluations puissent nourrir vos plans d'amélioration continue de la qualité et que si on n'a pas une vue précise et exhaustive de ce qui se passe au sein des structures, alors vous ne pourrez pas avoir un plan d'amélioration de la qualité, du coup, pour le coup de qualité. Voilà. Et puis, une fiche technique aussi à venir, c'est sur l'actualisation des références du manuel. Donc, à ce stade, on n'en sait pas davantage. Ça nous a été annoncé, mais je ne serai pas en mesure de vous en dire plus à ce stade. Donc, je ne sais pas si pas de questions. Il y a des Il questions. y a des Est-ce qu'on questions? fait une pause question? Bah, là, il me reste très peu de slides, donc je me dis qu'on peut peut-être aller au bout. Et puis, Ok, comme ça, après, on les prend toutes. ça marche. Alors, un petit rappel et des petits points de vigilance qui nous étaient importants de vous rappeler, notamment le premier sur le cahier des charges et la contractualisation avec l'organisme évaluateur. On vous met ces points-là parce que c'est des points pour lesquels on a beaucoup de questions, que ce soit nous, que ce soit les conseils départementaux ou la DRETS, sur le contenu de ce cahier des charges ou quelquefois on nous demande, bah voilà, je ne suis pas satisfait de mon évaluation ou j'ai eu des difficultés avec mon évaluateur, est-ce que je peux ne pas payer mon évaluation? Voilà, on a beaucoup de questions différentes sur ce sujet. Ce qui est important de rappeler, c'est que le choix de l'organisme évaluateur se fait après une mise en concurrence qui permet de faire un choix éclairé au regard de vos attentes. Donc, le profil des intervenants, le coût, la durée d'évaluation, le profil des personnes accompagnées, le profil d'évaluateur recherché. Donc, tout ça, c'est ce que vous devez mettre dans votre cahier des charges et c'est ce sur quoi vous allez contractualiser avec l'organisme évaluateur. On vous rappelle que seuls les organismes évaluateurs qui figurent sur la liste publiée sur le site de l'HAS sont ceux qui peuvent réaliser vos évaluations. Vous pouvez avoir peut-être plusieurs offres de services qui vous ont faites, puisque c'est quand même une certaine opportunité pour plusieurs organismes, mais seuls ceux qui sont sur la liste de la HAS peuvent être retenus. Donc ça, c'est un élément qui est important. Je vous invite à consulter de manière très régulière cette liste publiée. On ne peut pas la mettre à disposition, nous, sur notre site internet de l'ARS ou sur le site internet du CAPS ou du CREAI, parce qu'elle est en perpétuelle évolution. Donc, on ne serait jamais à jour. Donc, un lien est fait vers le site de l'HAS, mais c'est celui-ci qu'il faut vraiment consulter.
Si un organisme n'est pas sur cette liste et que nous, on reçoit une évaluation, elle peut être refusée au motif que l'organisme n'est pas comment, accrédité. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment un point de vigilance avant toute sélection d'un organisme évaluateur. Pareil, dans le cahier des charges, il faut que vous mettiez les éléments sur lesquels vous vous mettez d'accord, que ça soit par rapport aux règles sur notamment la procédure contradictoire, etc. Il faut que tout soit indiqué puisque c'est sur la base de ce cahier des charges et sur la contractualisation que vous allez avoir avec l'organisme évaluateur que vous pouvez avoir un recours éventuellement si vous en aviez besoin, évidemment. La phase d'observation et le principe du contradictoire. C'est un élément, donc comme je vous le disais, c'est un élément qui est un peu précisé dans la fiche autour de la cotation que je vous invitais à consulter tout à l'heure. Donc cette phase d'observation et le principe du contradictoire, elle est vraiment essentielle. Donc la procédure d'évaluation prévoit que pour tout établissement ou service médico-social dispose, à compter de la réception du pré-rapport d'évaluation, d'un mois pour formuler ses observations via la plateforme Sinae et de les retourner à l'organisme évaluateur. Toutes les observations renseignées par le SMS figurent dans les rapports et sont visibles par nous, donc autorité de tarification et de contrôle, nous, les conseils départementaux évidemment, et l'adresse. Les évaluateurs, eux, ont l'obligation de traiter et d'analyser chacune de vos observations et de mentionner les raisons pour lesquelles elles ont conduit ou non à une évaluation et une évolution de la cotation. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important, cette phase contradictoire. On a eu certaines sollicitations de la part d'établissements qui, pour des raisons diverses et variées, n'étaient pas satisfaits de leur rapport d'évaluation ou de la façon dont les choses sont déroulées et qui, effectivement, nous demandaient dans quelle mesure ils pouvaient, entre guillemets, contredire ce rapport d'évaluation. Clairement, c'est cette phase contradictoire qui est l'instant que vous devez saisir pour pouvoir mentionner l'ensemble de ces éléments. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors effectivement, ça sera quelque chose qui sera visible, qui sera consultable, mais au moins, ça permettra à toute personne qui veut comprendre le pourquoi sur une cotation vous êtes en désaccord, eh ben, d'avoir les éléments d'explication. Donc je vous invite véritablement à vous saisir de ce mois qui vous est donné pour formuler toutes les observations et exiger de l'évaluateur qu'il réponde sur chacun des points que vous avez mentionnés pour dire pourquoi, oui ou non, il retient la remarque que vous avez formulée et en quoi ça va peut-être faire évoluer une cotation. Des fois, ça peut être un problème de compréhension, un problème voilà, de posture. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Et notamment, si je reprends l'exemple, le fil rouge depuis tout à l'heure, notamment sur le conseil de la vie sociale, si vous constatez qu'un évaluateur mais non concerné sur le conseil de la vie sociale alors que vous êtes un EHPAD et que vous devez avoir un conseil de vie sociale, alors il est nécessaire de mentionner que vous ne pouvez pas être en non concerné sur ce point. Enfin, je vous invite à consulter aussi très régulièrement la foire aux questions de la HAS. Celle-ci vit de manière continue. Elle est mise à jour de manière extrêmement régulière afin de prendre en compte les évolutions, les questionnements aussi que vous faites, que nous faisons aussi. Donc, elle évolue de manière très régulière. À ce jour, le seul moyen pour vous de savoir qu'il y a eu une évolution qui a été faite sur cette foire aux questions, c'est la date de mise à jour qui est affichée en haut de la page. On a pu échanger avec la HAS sur la possibilité de mettre en évidence les choses qui avaient évolué, les petites... Alors des fois, c'est des paragraphes entiers qui ont été ajoutés, donc c'est assez facile. Des fois, c'est des précisions qui ont été apportées, des reformulations qui ont été faites. Et pour autant, on ne les voit pas, sauf à faire le jeu des 7 erreurs. Ce qui est évidemment pas possible. Donc la HAS nous a dit qu'effectivement, techniquement, c'était pas possible pour eux
de mettre en évidence tous les nouveautés ou les reformulations qui ont été faites, et qu'effectivement, il fallait regarder la date de mise à jour pour savoir qu'une évolution avait été faite sur la foire aux questions. Cette foire aux questions, comme je vous le dis, elle vit, elle évolue de manière très très régulière. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel pour vous, lorsque vous préparez votre auto-évaluation ou votre évaluation, d'aller la consulter pour connaître les nouveautés et les précisions qui sont apportées. Alors, en conclusion, quels sont les enseignements et les perspectives que nous pouvons avoir de ces premiers analyses des rapports? C'est que clairement, l'analyse des rapports d'évaluation, bah, déjà, elle est amenée à se poursuivre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a des rapports d'évaluation qui vont nous être communiqués, elles vont rentrer dans notre base de données qui va nous permettre de pouvoir sortir les chiffres tels qu'on vous les a transmis aujourd'hui, de pouvoir un peu les comparer dans le temps et de voir si les choses évoluent, si des thématiques ressortent, si des points s'améliorent, d'autres se dégradent, etc. Et pour nous, ARS, ça va vraiment nous permettre d'identifier les pistes d'action qui permettent d'améliorer l'accompagnement des établissements et services médico-sociaux. Alors, l'accompagnement peut se faire de différentes natures. Il peut se faire évidemment via nos partenaires tels que le CREAI, le CAPS Bretagne, l'OMEDIT, l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Ça va aussi pouvoir alimenter des midis de la qualité, donc où on va pouvoir vraiment s'appuyer sur les résultats pour aller vous guider sur les objectifs dont on a identifié qu'il était nécessaire d'améliorer du coup la cotation. Donc, je vous informe d'ores et déjà que le 28 avril prochain, donc le prochain webinaire Midi de la qualité, sera consacré à l'objectif 3.14, qui est le SMS est doté d'un plan d'action de gestion de crise et de continuité d'activité, qui était un objectif qui nécessitait des améliorations. Et puis, concernant un autre webinaire aura lieu des Midis de la qualité en septembre prochain, dont la thématique pressentie reste à affiner en fonction voilà, des données qu'on a pu vous présenter. Il faut qu'on aille un peu creuser les infos pour savoir ce qui est le plus pertinent, le plus percutant. Si d'ores et déjà vous avez des thématiques qu'on vous a présentées qui vraiment sont pour vous importantes, pour lesquelles vous souhaiteriez des précisions, n'hésitez pas à nous en faire part, puisque l'idée, c'est de s'adapter au mieux à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part, notamment dans questions et réponses d'aujourd'hui. Donc, voilà, donc des rendez-vous tout au long de l'année tels que nous les avons fait les années précédentes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour exprimer vos besoins et on essaiera de s'y adapter au mieux. Donc, concernant cette présentation, c'est fini pour moi. J'ai présenté l'ensemble des éléments. Nous espérons avoir pu vous guider, vous informer, vous aider aussi à planifier vos prochaines évaluations et d'aller un peu creuser certaines parties plus que d'autres, et évidemment toutes forcément, mais en tout cas de voir les points d'attention qui sont ceux identifiés. Je vous remercie pour votre participation nombreuse et je suis disponible pour les questions-réponses. Alors, une première question qui est en même temps, je pense, une remarque et un commentaire qui indique, donc c'est une personne qui nous indique qu'il y a des retours d'expérience assez négatifs de la part d'établissements et de professionnels évalués, notamment des professionnels qui, du fait de difficultés RH, seraient peut-être en remplacement, n'auraient pas toute l'antériorité dans l'établissement et donc n'auraient peut-être pas été en mesure de répondre du tac au tac à l'évaluateur et de ce fait des évaluateurs qui insistent pour avoir exigé des éléments de preuve et du coup le sentiment que l'évaluation est vécue comme injuste de la part des professionnels comme des établissements. On nous demande si nous avons des retours similaires et qu'est-ce que nous en pensons?
Alors, il y a plusieurs choses. Alors, je vois qu'il y a encore des mains levées, donc n'hésitez pas à utiliser l'option QR dans votre menu. dans votre menu pour poser les questions, puisque nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous répondre directement. Et donc, c'est par cet intermédiaire que je pourrais y répondre. Donc, oui, alors, effectivement, dans les retours que l'on a, on a plusieurs retours effectivement, qui peuvent être de cet ordre-là. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors déjà, est-ce que c'est les personnes effectivement qui ont été reçues qui n'étaient pas entre guillemets, le bon personnel à être entendu? Est-ce que c'est la posture de l'évaluateur qui n'est pas celle attendue et qui a mis à mal certains salariés, voire même certains usagers. Donc on a vraiment des choses de différentes natures. Concernant, on va dire, la posture d'évaluateur aurait été, des retours qui nous ont été faits, hein, évidemment, qui auraient un petit peu malmené, en tout cas dans le ressenti des personnes qui nous ont fait ce retour, il est important de rappeler, et ça la HAS nous l'a bien resignifié, que dès lors que vous n'êtes pas satisfait du comportement d'un évaluateur, de sa posture, de son écoute, etc. Bah, il convient évidemment de le signifier à l'organisme évaluateur, puisque très souvent, c'est des gros organismes évaluateurs avec différents évaluateurs. Donc, des fois, c'est une question plus de personnes que d'organismes. Et donc, la première chose, c'est de l'en référer. Et si jamais c'est vraiment l'organisme évaluateur dans toute sa globalité qui pose problème, il convient de faire une alerte à la HAS, donc sur la balle contact HAS, pour signifier les difficultés rencontrées, le nom de l'organisme évaluateur, quels sont les points que vous avez, que vous souhaitez soulever, et de le signifier. Pareil, hein, dans la période contradictoire, c'est quand même un élément qui peut être mentionné. Comme tout à l'heure, on parlait de la procédure contradictoire où vous devez tout écrire. Si vous considérez que la cotation est injustifiée parce que, pour telle ou telle raison, n'hésitez pas à le mentionner dans cette période contradictoire et dans le rapport qui vous a été communiqué. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, peut-être en complément, on peut indiquer que les collègues du CAPS ont également reçu des témoignages en ce sens, notamment depuis la publication du bilan par l'HAS, qui semblerait indiquer qu'effectivement, dès lors que des équipes sont peut-être pas tout à fait à l'aise avec les questions posées, eh bien, ce qui fait foi ensuite pour beaucoup d'organismes évaluateurs, ce sont des éléments de preuve dont on ne dispose pas toujours au moment T. au moment T. Alors, il est important aussi de bien prendre en compte, hein, le manuel et le référentiel qui peuvent souligner quels sont les éléments de preuve attendus dans le système de cotation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un tableau, hein, qui recense pour un certain nombre de critères quels sont les éléments de preuve qui peuvent être attendus. Donc, ça peut vous aider à vous préparer. Enfin, je pense que, évidemment, il y a toujours voilà, la question qu'il peut avoir de la posture d'un évaluateur, mais il est aussi important de préparer les collaborateurs, les personnes susceptibles d'être entendues, de les préparer à l'évaluation. J'ai conscience, et nous avons conscience en tant qu'ARS, du stress généré par ces évaluations sur certains personnels. Et plus celle-ci est préparée, plus celle-ci est structurée avec, voilà, les documents attendus, etc., plus ils seront en confiance et mieux ça peut se passer. Voilà, mais comme je dis, il y a la préparation d'un côté, il y a l'évaluateur de l'autre. L'idée, c'est que les deux se rencontrent. Et donc, c'est aussi important qu'on s'assure que la posture de l'évaluateur est la bonne, puisque on a eu, nous, au niveau ARS, en tout cas, des alertes sur certaines postures. Il faut savoir que si
vous avez effectivement ça. Non seulement vous devez écrire à la HAS pour leur signifier cette problématique, vous devez mettre systématiquement l'agence, enfin votre référent en délégation départementale au sein de l'ARS ou aussi le conseil départemental et la DRETS en copie, de façon à ce qu'on ait connaissance de cette problématique-là. C'est important que que nous soyons informés. Il y avait également une autre question sur le fait de pouvoir utiliser les différentes méthodes d'évaluation, les trois que nous avons citées, en dehors des évaluations, on va dire, la personne les appelle externes, pour améliorer les différents accompagnements. Nous y avons déjà largement répondu, je crois, dans les premiers midis de la qualité. Donc oui, nous vous encourageons complètement à utiliser ces différentes méthodes pour mener vos propres auto-évaluations entre chaque évaluation selon le nouveau dispositif. Je crois qu'on peut du coup passer sur une réponse plus large sur cette question. Une personne donc a bien suivi attentivement les axes de progrès qui ont été indiqués à la fois de manière générale sur la question de la personnalisation et la co-construction des projets, mais aussi sur les critères impératifs. Elle note que le volet accompagnement à la santé est également pas très bien noté pour les chapitres 2 et 3. Et elle se demande quelle analyse vous en faites. N'est-ce pas également un axe de progrès à interroger et à prendre en compte? Merci. Alors, tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'était effectivement de mettre en évidence tant les points forts que les axes d'amélioration. Donc là, j'ai remis la diapo sur les critères impératifs. Donc évidemment, on aurait pu faire un zoom sur plus de critères impératifs. On n'a pas voulu faire la liste de tous les, on va dire, les critères impératifs moins satisfaisants, hein. On a voulu se limiter à trois et de mettre en évidence aussi les critères pour lesquels on est collectivement bon en Bretagne. Mais évidemment, nous, tout l'enjeu aujourd'hui, après vous avoir présenté ces résultats, et c'est pour ça qu'on vous parlait des webinaires pour lesquels on doit aller creuser les données, c'est d'aller regarder de plus près les résultats de ces critères, d'aller rechercher ce qui va pas, est-ce que c'est certaines catégories d'établissements, est-ce que ça dépend voilà, de la nature de l'établissement, est-ce que les notes étaient plus sévères, on va dire en 2023 qu'elles ne le sont en 2024, est-ce que c'est l'inverse, sachant que normalement sur les critères impératifs, plus le dispositif va être mis en place, plus l'exigence des organismes évaluateurs sera forte. Donc ça, c'est un élément, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête. Mais évidemment, on va aller regarder l'ensemble des critères impératifs, on va aller les regarder un peu à la loupe pour voir comment on peut vous accompagner au mieux sur ces critères. Peut-être juste un message qui nous est passé par un évaluateur, puisque les évaluateurs suivent aussi nos webinaires des midis de la qualité, Bienvenue à eux. qui confirme la frustration de direction ou de gouvernance associée aux points que nous avons évoqués précédemment et qui confirme un peu un élément que tu as souligné, Samantha, c'est que parfois les ESMS sont insuffisamment préparés à l'évaluation et au système de cotation et qu'ils rencontrent plus d'établissements mal préparés que d'évaluateurs qui manqueraient de tact. Voilà. Mais Pour un avis qui nous est partagé en Mais direct. c'est important d'avoir cet avis-là, puisque effectivement, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, hein. La préparation est un élément fondamental. Elle est fondamentale pour la gouvernance, elle est fondamentale pour comment dire, les salariés, comme elle est fondamentale pour les usagers. L'idée n'est pas de... Enfin, voilà, on a aussi conscience que des fois, il y a une grosse pression qui est mise lors de la préparation de ces évaluations. Mais si on est dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, si vous inscrivez ça dans quelque chose de beaucoup plus global, alors vous ne vivrez pas ces évaluations comme un couperet et qui ne tombe pas forcément au bon moment. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, et tous ceux qui sont passés
qui ont déjà eu leur évaluation, vous devez vous nourrir, et d'ailleurs c'est une obligation qui est faite, hein, de nous le transmettre via le rapport d'activité, mais vous devez travailler votre plan d'amélioration continue de la qualité. Donc il est obligatoire, hein, pour les critères impératifs qui ne sont pas à 4, qui sont inférieurs à 4, mais nous, plus globalement, tout critère qui n'est pas atteint, hein, qui est inférieur, on va dire, à 3, doit faire l'objet d'un suivi. Donc il est vraiment essentiel, et du coup je rejoins la remarque donc de l'évaluateur. Oui, il peut s'avérer que quelquefois l'évaluateur n'a pas la bonne posture, mais comme c'est indiqué, il y a aussi des établissements qui ne sont pas bien préparés. Donc ça, je pense que c'est important de combiner les deux, voilà, pour qu'on ait une évaluation réussie et d'intégrer la qualité comme au quotidien. Et bonjour, Thomas Martin du CAPS Bretagne. Donc, pour compléter, si je me permets, et faire le lien avec la question autour de l'utilisation des méthodes dans le cadre d'auto-évaluation, je pense que c'est essentiel, effectivement, dans la préparation de ce temps, mobiliser finalement des méthodes, alors, selon la pertinence et en fonction des objectifs et de ce qu'on souhaite évaluer, pour justement à la fois être dans une démarche d'amélioration continue, mais aussi et finalement être dans une préparation de ce temps. Parce que même si le professionnel qui se retrouve en face de l'évaluateur a été préparé, il y a le contexte qui peut être anxiogène, qui fait que la personne ne réagit pas de la manière dont il faudrait réagir. Donc c'est aussi de pouvoir aussi mobiliser ces méthodes à dessein, et en parallèle de pouvoir développer ces démarches d'amélioration, puisque finalement utiliser ces méthodes qui sont dans le cadre de l'évaluation, l'idée de pouvoir faire une photographie à un instant T, vous pouvez aussi les mobiliser pour avoir une démarche réflexive et collective avec les personnes concernées, notamment dans la méthode de l'accompagné traceur, pour finalement identifier des points d'action que vous allez mettre en œuvre et adapter aux ressources aussi de vos établissements. Donc c'est assez puissant comme méthode et qui vient compléter finalement d'autres démarches que vous avez déjà en cours. Donc voilà, il ne faut pas hésiter justement à les mobiliser pour les préparer. Alors c'est vrai que là, les échéances sont plutôt courtes pour beaucoup, donc voilà, il faut faire les choses petit à petit, mais en tout cas, ça va en tout cas dans la philosophie, à mon sens, de la HAS autour de l'évaluation. Donc voilà. Vous pouvez revoir le premier midi de la qualité ou le deuxième, c'était le premier, je Le crois, premier sur la préparation. sur la préparation, où nous vous donnions un certain nombre de conseils sur la manière de mener les choses et de se préparer avant la visite d'évaluation. Peut-être juste une dernière question au regard de l'heure. Quelqu'un nous demande si les preuves à présenter à l'évaluateur doivent être anonymisées. Alors là, c'est une bonne question. C'est à nous de répondre. Peut-être le CAPS, quel est votre point de vue? Alors, Brigitte Armand, chargée de mission au CAPS sur le secteur personnes âgées. Moi, j'ai envie de dire, s'il s'agit des éléments de preuve qui sont issus du dossier, enfin sur le chapitre 1 par exemple, bon, il n'y a pas, mais si ce sont des éléments de preuve qui sont issus d'un dossier d'un usager, bien entendu, il doit être anonymisé. Et après, à réfléchir, je ne vois pas quel autre document pourrait être... Pareil. Oui, sur des documents RH, merci Gaëlle, effectivement. Donc tout ce qui Bon. contient des données personnelles Par Ouais. principe, tout doit doit être être anonymisé et pour lever l'anonymat, il faudrait vraiment qu'il y ait un intérêt majeur que je ne vois pas là pour le moment. Je vois pas ce qui permettrait de le justifier en fait. Hein. Mais Donc, après, par principe, effectivement, plutôt anonymiser les Après, ce documents. sont des questions qu'on peut effectivement poser à l'HAS qui pourraient faire l'objet du coup d'un nouvel item dans la foire aux questions, de façon à ce que ça puisse bénéficier au plus grand nombre et pas seulement aux établissements bretons, mais aussi à l'ensemble des établissements et évaluateurs sur l'ensemble du territoire. Oui. Voilà. Je pense qu'on peut clôturer. Eh bien, je vous remercie pour votre mobilisation. Je remercie beaucoup le CAPS Bretagne et le CREAI de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Nous espérons avoir pu répondre à la majorité de votre question. N'hésitez pas, on va conserver trace, hein, de l'ensemble des questions et on fera l'objet, voilà, d'une petite foire aux questions si on considère qu'on n'a pas pu aborder l'ensemble des items. En tout cas, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est
c'est un grand merci aux directions, aux équipes, mais aussi aux usagers et aux familles pour votre mobilisation que l'on sait extrêmement importante sur ces évaluations. N'oubliez pas que ces évaluations, c'est une étape parmi, voilà, dans l'histoire de votre structure, mais qui a vocation à durer dans le temps. Ces évaluations, c'est pas un coup près une fois et puis après c'est fini. Non, c'est quelque chose qui se veut être vraiment dans la démarche d'amélioration continue de la qualité. En tout cas, nous, ARS, comme conseils départementaux ou DRED, c'est comme ça qu'on regardera vos évaluations. C'est comment vous vous améliorez d'une évaluation à une autre. Donc, il faut vraiment que vous puissiez comprendre l'enjeu pour vous, pour que ça soit en termes de direction, de personnel ou d'usagers, l'intérêt qu'ont ces évaluations. En tout cas, on vous remercie pour votre mobilisation. On remercie évidemment aussi les évaluateurs de l'intérêt qu'ils portent à notre webinaire et aux messages qu'ils peuvent aussi faire passer parce que c'est extrêmement important. On vous donne rendez-vous pour le prochain Midi de la qualité le 28 avril prochain. Et d'ici là, n'hésitez pas donc à nous écrire si besoin pour nous faire part des besoins que vous avez en termes d'accompagnement. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.